נשכח תמיד להיות מאוחדים. C'est bon? Allez, chers amis, Brouchim Abaïm, pour notre cours habituel. J'espère que vous avez passé une bonne semaine depuis la semaine dernière. Hein? C'est bon? Messieurs, la barbe, ça se passe comment? Ça va? Les cheveux, vous tenez le coup ou pas? Hein? David, je te regarde pas. Je suis en France. Hein? Ah, bon, bah, au Hachem, que ce soit toujours ça nos problèmes, si tu veux, nos difficultés. Évidemment, ce chiot, il va en premier lieu à nos soldats, Bezrat Hachem, et surtout pour la protection du Ham Israël. Voilà, encore cette semaine, on a été embêtés, on a été agressés. Malheureusement, Akjborou, il nous protège. Et si Dieu veut, ça va continuer. Et si Dieu veut que, surtout pour nos otages qui puissent entrer à la maison, Amen, Kenny Ratson, et que ça nous protège à nous tous. Alors, regardez mes amis, je vais vous dire, je pense que c'est marrant, mais à chaque fois que j'ai envie de parler de quelque chose, il y a un événement qui se passe. Des fois, c'est une réflexion personnelle que je retrouve également dans un commentaire au détour d'une paracha, etc. Mais je pense que la meilleure protection qu'on pourra apporter, mes amis, au Ham Israël, ce sera le jour, écoutez bien ce que je vous dis, où on sera capable d'arrêter de se salir les uns les autres à travers la parole. Je peux vous dire que c'est tellement facile de pourrir une personne. C'est tellement facile de pourrir une personne. Même des fois, regardez comment c'est vicieux. Bon, des fois, il y a quelqu'un que tu peux pas saquer, tu la vois. Ah, celle-là, chaque fois que je la vois, c'est parti pour un quart d'heure. Messieurs, nous aussi, des fois, la vérité, on n'a rien à envier aux femmes. Celui-là, tu as vu comment il se la pète, tu as vu comment ça. Et ça, on va dire, c'est quand tu commences de manière négative, directe. Mais des fois, c'est pire, parce que tu commences de manière positive. Non, la vérité, c'est un type bien. Non, la vérité, c'est un type bien, c'est bien. Non, elle est gentille, elle est serviable. Après, bon, c'est vrai que des fois, et là, tu bifires complètement de chemin, et là, tu dérives finalement dans les trucs habituels. Et là, par exemple, comment on appelle ce qu'on vient de faire maintenant? Du lachon, hara. Vous avez vu ça, comment Khazim appelait ça? La mauvaise langue. Ça veut dire, attention, hein, quand tu dis à quelqu'un à la table de Shabbat, dans un café, arrêtez. Alors, il y en a qui l'appellent le lachon hara, qui dit c'est du shonara. Bon, chacun avec son espèce de surnom, ça se fait pas, faut pas dire, faut pas faire. Comment est-ce qu'on a tendance à se défendre? J'ai rien dit, hein, j'ai dit que la vérité, je mens pas, moi une menteuse, moi un menteur, pas du tout, j'ai la vérité. Mais le lachon hara, personne n'a dit que c'est du sheker. C'est la vérité. Mais elle n'est pas bonne à dire. Est-ce que toutes les vérités sont bonnes à dire? Non. Évidemment que non. Donc pourquoi nous on est là à se taper entre guillemets les uns sur les autres? Et pire encore, c'est quoi? C'est que si encore tu venais parler à une personne en face, tu dis écoute, j'ai 4 vérités à te dire, ça c'est une chose. Mais en plus de ça, on est des lâches. On parle par derrière. Ouais. Et quand tu vois l'autre, ça va ma chérie, ça va mon frérot, ça va mon pote, truc, machin, tes frères, truc, machin. À peine tu pars, celui-là, je peux pas me le voir. Pourquoi tu fais des choses comme ça? La shonara, c'est quelque chose qui est très tentant. Et on a vu dans la paracha que qu'est-ce qui se passe avec ceux qui se permettent de faire la shonara? À l'époque, on avait quelque chose d'extraordinaire. Et j'appelle ça exprès quelque chose d'extraordinaire, qu'on n'a plus aujourd'hui. C'était action, réaction. Tu as fait la shonara, tu fais pas tes chouvas, boum, ça tape. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus cette possibilité. Après, pourquoi est-ce que je dis qu'avant on avait une chance? Parce que bon, on va expliquer que c'est loin d'être une partie de plaisir cette histoire de lèpre. D'accord? On traduit la lèpre, mais bon, en réalité, je suis même pas sûr que c'est comme ça qu'on traduit. Vous savez que j'ai lu un chidouche ce Shabbat extraordinaire au nom de Razal. C'est vrai que je dis que le mot lèpre, je pense qu'il n'est pas juste. Lèpre spirituel. Hein? Lèpre spirituel, parce qu'en plus de ça, il y a 72 simanim négaïm de Touma différents. Il y a 72 sortes d'impuretés qui pouvaient s'afficher sur la peau. 72 sortes différentes. Vous imaginez jusqu'où ça va? C'est fou. Mais non, pourquoi on en est arrivé là? Chazal, ils disent que la tsaraat, ou toutes les choses qui sont rattachées à cette tsaraat dont on parle dans la Torah, c'est une maladie qui est complètement spirituelle. Pourquoi? Écoutez bien le chidouche, vous allez tomber. Parce que la tsaraat en question, c'est quelque chose il n'y avait que les juifs qui pouvaient être frappés par ça. Aucun non-juif ne pouvait avoir sur la peau les mêmes sortes de maladies que les juifs avaient. Donc ça veut dire que c'était une maladie qui était complètement dirigée par Akadosh Baruch Hu de manière spirituelle à 300%. Et la preuve, c'est quoi? Quel était le remède unique à cette maladie? C'était pas une crème,
C'était pas des médicaments, c'était pas des traitements de 6 mois, 1 an, c'était quoi? Teshuva. Non, la Corban, c'est après une fois qu'il avait terminé. C'était quoi? C'était remise en question. Teshuva sur ce qu'il a fait. Le type, il est enfermé depuis déjà 1 semaine, 2 semaines dans une cabane, hein, comme ça, pour le dire, comme un pestiféré, on peut le dire pour le coup. Le type, il fait un cheshbon nefesh, il se reprend, qu'est-ce qui se passe? Il disparaît. Le médecin, tu l'as pas vu, tu n'as pas pris de médicaments, rien. Makara. Comme la cause est spirituelle, le remède également doit être uniquement spirituel. Maintenant, je vais vous dire, on parle ici de la shonara, mais pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, de dire à quelqu'un ouvertement ce que je pense. Est-ce que vous pensez aussi c'est bon? Tu dis, écoute, voilà, je t'aime beaucoup, voilà, je dois te dire 1, 2, 3, 4, je te trouve égocentrique, je te trouve radin, je te trouve agressif, je te trouve comme ci, je te trouve comme ça. Je vais vous lire la Gemara dans Yechid, ce qu'elle dit. Amar Rabbi Elazar ben Azaria. Écoutez bien. Timhani. Elle dit, je serais étonné. Imiesh Bador Azé. Donc, Rabbi Elazar, c'est à l'époque de la Mishnah. Hein. Vous avez compris, donc on est au premier temple là. Amar Rabbi Elazar ben Azaria. Timhani, je suis étonné. Imiesh Bador Azé. Misheyodea Leochiach. Je serais étonné de trouver s'il y a quelqu'un qui sait faire aujourd'hui des réflexions avec quelqu'un. Il y a marqué à Torah, tu devras réprimander si c'est nécessaire. D'accord? Et il vient, il dit Rabbi Elazar ben Azariah à l'époque du Beth Amikdash, je serais étonné de voir si quelqu'un aujourd'hui sait faire un reproche. Donc déjà, faire un reproche, on n'est pas capable. Et ça, c'est à l'époque de qui? De la Mishnah. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on est capable de faire des reproches? Mais quel est le problème? Parce que non seulement faire un reproche, on ne sait pas. Mais quelle va être la réaction de la personne qui va entendre le reproche qu'on lui fait, alors qu'il peut être fondé, alors qu'il peut être justifié, alors qu'il peut être pour son bien. Tu sais, Razak donne un exemple, il dit, tu dis à quelqu'un, tu as un petit bout de cure-dent bloqué entre les dents, ça te fait une tête bizarre. Il dit, t'as vu toi la poudre que tu as entre les 2 yeux? C'est-à-dire que des fois tu viens pour faire une réflexion à quelqu'un qui paraît comme ça, à nous dit, bon, ça va, il va pas en faire un plat. Le type il te démonte en retour. Tu dis, moi tu parles. Toi, tu sais qui je suis, tu t'es vu, toi, tu veux que je te dise les 4 vérités, papa. Donc, toute la gentillesse que tu as voulu avoir au départ, ou pas, tu as voulu jouer le tzaddik. Vous savez, il y a les donneurs de leçons. Ils sont extraordinaires. Même moi, des fois, je peux me retrouver dans ce cas de figure. Tu vois des gens, tu assistes à des scènes, tu te dis, mais c'est pas possible, pourquoi il réagit comme ça? Pourquoi elle réagit comme ça? C'est complètement idiot. Et tu joues le psychologue. Tu joues le gars intelligent. Tu sais, tu devrais pas, il n'a pas voulu, Ok, très bien, tiens, vous parlons. Allez, on retourne le schéma. Demain, la semaine prochaine, c'est toi qui te retrouves dans cette situation. Comment tu réagis? Je peux vous dire, dans les 3/4 des cas où moi j'ai vu des gens, je dis, ah, c'est pas bien ce qu'il fait. Mais je l'ai pensé, j'ai rien dit. Moi, j'aurais pas fait ça. Peut-être à l'occasion, je lui dirais, comme dans la situation, j'ai réagi exactement comme elle. Et c'est une fois que j'ai réagi comme ça que je me suis dit, mais je suis bête. Il y a 1 semaine, j'ai dit, c'est pas bien. Pourquoi maintenant j'ai réagi comme ça? Parce que c'est facile de voir une situation de l'extérieur. Mais quand tu la vis, c'est pas pareil. Et pourquoi c'est pas pareil? Vous savez pourquoi? Parce qu'une personne, quand elle reçoit un reproche, une remarque, n'importe quoi, elle a, écoutez bien ce que je vous dis, elle a tout son système, tout son corps qui se met en mode survie. Quelqu'un est en train de me dire que je suis pas bien, quelqu'un est en train de m'écraser, quelqu'un est en train de me rabaisser, tu ne peux pas réfléchir normalement. Sachez que la seule manière, écoutez bien ce que je vous dis, la seule manière de pouvoir réagir correctement, selon la Torah, selon la halakha, on va lire dans les Pirkei Avot, c'est quoi la bonne mida? Quel est le bon milieu pour la colère? C'est cacher l'irchos, venoach l'irtzot. Ça veut dire quoi? Que on peut arriver à te mettre en colère. On peut, c'est humain, on peut des fois un peu plus... Bon, il y a colère et colère, hein. Il y a le barge qui va tout casser, qui va le rire, il y a le quartier qui va l'entendre. Il se met en colère, bon, ça suffit maintenant. Il s'est mis en colère. Vous avez compris les niveaux. Mais comment je suis arrivé à ça? Cacher l'irchos. Le type, pour te mettre en colère, le mec, il a mis 1 semaine pour te mettre en colère. Chaque jour, il t'a dit un truc. Chaque jour, il est venu, il t'a miné, il t'a embêté, il t'a miné, il t'a embêté. Je dis, oh, dis-moi, stop. C'est pas celui qui te dit, tu peux te pousser un peu là, tu me gênes? À qui tu parles là? Oh, c'est à moi que tu parles? Cacher l'irchos. Et ensuite quoi? Noach l'irtzot. Ça veut dire, ok, tu t'es énervé. Il a fait une bêtise, il t'a embêté, il t'a vexé, ce que tu veux. Maintenant, il est venu te demander pardon. Alors, il y a ce que j'appelle, il y a les princes. Ceux qui sont classe. Ils viennent te voir. Comme un homme.
vient te voir, te dit, écoute, pour hier, pour tout à l'heure, Mechila, je me suis mal comporté, je t'ai manqué de respect, j'ai dit un mot qui n'était pas à sa place, j'ai vu que je t'ai fait de la peine, est-ce que tu voudrais bien m'excuser? Ça, c'est un prince. Ça, c'est un Meller. Il est capable, il prend son courage à deux mains, c'est un mec, il dit j'ai mal fait, pardon, il explique, tac, hop. Et après, il y a celui qui va peut-être avoir moins de courage. Il n'y a pas à vouloir faire comme ça, l'intro, développement, conclusion, pardon, excuse-moi si tu veux bien, merci à la ligne. Au détour d'un café, tape comme ça dans le dos, je te fais un petit café, tu veux un peu de lait avant que je le range. Tu vois que le type, il essaie de renouer le contact. Et toi, tu n'es pas bête. Tu vois tu les vois les signaux. Joue le jeu. Ah, c'est gentil frérot, merci beaucoup. Ah, je veux bien, ça va, sinon tout va bien. Et hop, tu sais qu'à travers ça, on a fait le shalom. Non, commence pas à faire. Non, je veux pas de lait, merci. Ou bien tu le réponds pas, tu le réponds pas. Et tu fais comme ça le truc pendant 2-3 jours. Raza, il dit ça, c'est horrible. Et il y a des fois, vous savez, il y a des gens qui me disent non, mais nous, c'est vrai qu'on a un défaut dans la famille, on est très nerveux, on est sanguin, on s'énerve vite. Mais on se calme vite aussi, après on se rabiboche. Raza, ils disent quoi? Noach lichros, noach lichtot, c'est pas bon. Quelqu'un qui s'énerve vite, même s'il se calme vite derrière, c'est un défaut. C'est pas ça. Je veux dire, il y a des gens qui s'énervent vite, même s'ils sont gentils après, truc que tu veux. Mais c'est fatigant pour les gens qui sont dans l'entourage. Ah, moi, tu lui dis un truc, tu n'as pas fait exprès. Il y a un truc qui lui plaît pas, il pète les plombs, il t'a bousillé toute ton ambiance, et après, 10 minutes après, il te dit, bon, allez, c'est bien, on fait la paix. C'est bien qu'il veut, il revienne vite. Et bon, pourquoi tu t'énerves aussi vite? Et il y en a, écoutez bien, ils disent, non, mais nous, on est comme ça. Nous, on est comme ça. Ils acceptent. Pourquoi? Sous prétexte, parce que comme ils sont capables de pardonner rapidement, donc ils s'autorisent à continuer à s'énerver rapidement. Ils ne sont pas d'accord. Ça n'existe pas. Donc imaginez que la bicorette, le reproche en général, c'est quelque chose qui est très, 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 très difficile à faire. Déjà à l'époque de la Mishnah, on disait, ferme ta bouche. Ça ne va pas le faire. Tu vas vouloir dire à quelqu'un, tu as un détail, il va te retracer tout ce que tu as depuis le début. Mais je vais vous donner un indice qu'un jour quelqu'un de très intelligent m'a dit, et à chaque fois que je l'applique, je ne le regrette pas. Moi, personnellement. Il m'a dit, tu sais, quand est-ce que tu peux savoir si tu fais une remarque à quelqu'un ou pas? Rien que déjà, les grandes lignes, hein, je ne parle pas maintenant à la Khalema assez. C'est est-ce qu'au moment où quelque chose te dérange, c'est vital de la faire cette remarque ou pas? Exemple, vous partagez la salle de bain commune d'un appartement parce que vous êtes en vacances, parce qu'il y a des invités. D'accord? Alors toi, tu es un gars ordonné, tu sors, la serviette elle est pendue, le tapis de bain, tu l'as remis, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de mouchoir, il n'y a pas de saleté, tu as tes gosses, il n'y a pas de couches qui traînent par terre. Ok, tu es un gars normal. D'accord. Sauf que tu as l'autre côté qui arrive, tu sors de la salle de bain, tu as laissé une salle de bain, tu veux rentrer à paix, tu trouves une jungle. Maintenant, pas une jungle de trucs, il y a un mougli, tu vois des couches par terre, 3 serviettes par terre, il y a des cheveux partout, il y a de l'eau partout, il y a des traces. Mais tu dis, attends, il s'est passé quoi? On a été cambriolés. C'est pas possible. Ils ont cherché ici, qu'est-ce qui se passe? Les tiroirs, ils sont ouverts, les sèche-cheveux, vous avez compris le schéma ou pas? Encore les bras, la totale. Donc toi, tu es là, tu dis, ah ouais. Maintenant, écoutez bien. Est-ce que la remarque, elle est vitale? Non. Est-ce que ça me dérange? Oui. Est-ce que ça m'embête? Oui. Est-ce que c'est normal? Oui. Est-ce que c'est vital? Non. Alors, tu as 2 possibilités. Tu fais un compte, mais écoutez bien ce que je dis, tu fais un calcul dans ta tête. Combien de temps ça va me prendre pour ramasser les 2 serviettes qui sont par terre? De remettre le tapis de bain, peut-être à la rigueur d'essuyer un peu l'eau avec le tapis de bain qui est là, de refermer les tiroirs. Bon, à la rigueur, la couche, la chambre elle est à côté, je jette à l'intérieur et je se débrouille avec. Calcul, 20 secondes, 30 secondes, allez, 1 minute à tout casser. Maintenant, si c'est répétitif, tu peux aller voir gentiment, tu dis écoute, ça ne te dérange pas, s'il te plaît, quand vous finissez la douche, assurez-vous de ne pas trop laisser d'affaires derrière vous. Après, tu as celui qui n'aime pas ça. Et il a raison, il ouvre la porte, mais vous croyez où? Vous êtes à l'hôtel, vous n'avez pas honte, et vous vivez en société. Est-ce que c'est vital ou pas? Je peux vous dire qu'à chaque fois que j'ai appliqué ce conseil, je n'ai jamais regretté. Et des fois, comme tout le monde, j'ai pas envie de faire d'efforts, je me laisse aller. Sauf que c'est pas agréable de faire ça. Alors mes amis, je vous pose une question. Quand on arrive peut-être au tournant d'une vie d'une personne, à savoir, le type, il se rend compte qu'il y a un problème chez lui. Il vient de faire la peinture, il a fait les travaux, tout va bien dans le meilleur des mondes, ça lui a coûté 1 tonne. Il a dû passer par 3 cablanim parce que chaque fois, on lui faisait des finitions bidons. Finalement, il est content. Il rentre chez lui. Et là, tout à coup, il voit une tache de contre-jour comme ça. Il dit, ah tiens, ça, j'avais pas vu. Il va comme ça, il truc,
Sauf qu'ils ont compte, c'est pas un truc de contre-jour. C'est quoi cette tâche là? C'est quoi cette tâche? Il commence à regarder, il comprend pas. Et la tâche, elle est là, elle grandit. Il dit, mais c'est pas possible, c'est quoi? Il va voir le Cohen. Non, au début, il appelle son câblan. Il fait, dis-moi, il y a un problème d'humidité, c'est pas possible. L'autre, il vient, il a beau remettre des couches d'enduit, des couches de peinture, rien n'y fait. Il dit, écoute, je sais pas, il y a un souci. Et là, il en parle avec ses copains, à la Sina, Et là, qu'est-ce qu'on lui dit? Mon pote, il risque d'avoir un problème. Peut-être que tu as la tsaraat sur les murs de ta maison. Vous savez que ça se faisait en 3 étapes. D'abord, c'était avertissement sur la maison. Deuxième étape, ensuite, c'était où? Les vêtements. Et ensuite, troisième étape, c'était sur qui? Sur la personne. Donc le type, maintenant, il n'est pas très intelligent. Ou bien il fait le gars pas intelligent, plutôt. Et on lui explique que si ça part pas, il va avoir des problèmes avec la maison. Parce qu'elle lui a coûté 4 millions de shekels, plus 700 000 de travaux, hors taxes, sans tous les ajouts. Vous avez fait le calcul de tête ou pas? On est près des 5 millions. Donc on sait que comment ça marche l'histoire de la pierre. S'il y a une tâche, alors on attend un petit peu. On attend. On voit si la tâche, elle bouge pas. Si la tâche, elle n'a pas bougé, alors bon, on essaie de gratter un peu. Si ça revient encore une fois, alors on va peut-être à un moment donné enlever quelques pierres. Mais si à chaque fois qu'on fait la tâche, elle a grandi, qu'est-ce qu'on dit? Prends vite tes affaires de la maison. Parce qu'on va devoir détruire la maison pour la reconstruire. 5 millions de shekels, les économies de vos vies entières. Vous avez travaillé pendant 35 ans, 40 heures par semaine. Vous êtes tiré la ceinture toute votre vie pour prendre votre retraite tranquille à Natania. Les horaires à la brioute. Pour prendre votre retraite tranquille en bord de mer, pas loin du Kikar, avec le copain, pour faire un peu de dafayomi le matin et ensuite pouvoir jouer à la belote l'après-midi au Kikar avec le café, et de venir écouter un cours de Torah le lundi soir, c'est pas mal aussi. Et là, on te dit quoi? On va devoir tout casser. Parce que quand on lit la Torah, on a l'impression que bon, allez, on casse une maison, on construit, ça va, c'est facile. Mais non, ça a coûté beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'investissements. Je peux vous dire une chose. Même si vous dites à quelqu'un, regarde, on détruit, mais la religion, elle est gentille. On a une caisse spéciale dans les synagogues. Pour tous ceux qui sont tapés par la tsarat, on leur repaye complètement la maison. Admettons que ça existe, ce rêve. Admettons. Qui est capable de revivre les enfers des travaux, des constructions, d'attente? Personne. Horrible. Mais je suis d'ailleurs fou. Je vais vous dire, toutes les personnes que je connais qui doivent faire des travaux dans leur maison, ils transpirent avant, pendant et après. Alors celui qui n'a jamais fait de travaux, il est tout excité. Quelqu'un qui a déjà fait des travaux, ou bien qui a vu les gens faire des travaux, je peux vous dire, il sait que c'est une vraie galère. Va trouver le câblan, une fois que tu l'as trouvé, tu es d'accord avec lui, pas avec lui. Le coup dit non mais ça oui, ça non, ça c'est un extra, pas. Zarma le petit budget que tu avais calculé nickel, il explose dans tous les sens. Et ça incluait pas que lui il achète les matériaux, c'est toi qui dois les acheter, mais toi tu connais rien. Donc tu fais 10 allers-retours, il n'y a pas assez de ci, il n'y a pas assez de ça. Quand tu fais des travaux, il y a des problèmes, c'est pas fini, il y a du retard, tu devais rentrer au mois de juin, tu t'apprêtes à rendre les clés, tu as 4 mois de retard, tu as dû rallonger. Et à la fin tu rentres, il y a des problèmes d'humidité, il y a des problèmes ici, des problèmes de ça, personne ne peut rentrer là-dedans. Le type, qu'est-ce qu'on lui dit? Bah on va prendre la maison, on va la détruire. Et le type avec ça, écoutez bien ce que je vous dis, ça ne s'arrête pas. Il continue. Il n'a pas compris qu'il y a un problème chez lui. Et donc évidemment, ça va sur les habits. Qu'est-ce qu'on fait avec l'habit? On le prend, on le brûle. On le prend, on le brûle. Or, si c'est une chemise à 50-70 shekels que tu as acheté ici, ça va. Mais si c'est une Versace, si c'est un beau costard, ça fait cher le coup. Alors, Michael, c'est sur toi. Hein. Maintenant, qui est-ce qui venait déclencher tout ça? Qui est-ce qui venait décréter? Est-ce que la personne, elle est entre guillemets bonne pour le recyclage ou pas? Alors, normalement, moi, j'ai appris quand j'étais petit. Si je traduis un jour j'ai un problème de peau, je vais voir qui? Un dermato. Je vais voir un médecin. Je sais pas ce que j'ai un problème, donnez-moi une aphnaya, donnez-moi quelque chose. On fait des tests sanguins, on fait quelque chose. Là, qu'est-ce qu'on dit? Tu as un problème de peau. Tu as un problème apparemment qui est de santé, c'est pas normal ce qui t'arrive. Tu laisses tomber les médecins, tu laisses tomber les conseillers, tu vas voir le Kohen. Maintenant, tu vas dire non, j'ai mieux. Je vais aller voir Rabbi David. Rabbi David Pinto Aranana, je vais voir prendre la voiture, je vais descendre ce Canaria. Je vais voir Rabbi David Boukhazera, il me faire une bracha, il me dire voilà, t'as fait ça, toc. Non. Là, tu laisses tomber les médecins. Tu laisses tomber les rabbins. Tu cherches dans l'annuaire Monsieur Cohen. Et il n'y a que lui qui est capable de te dire si tamé ou pas tamé. C'est ça que quand on allait invalider la maison pour dire qu'elle est tamée, le Cohen il arrive et dit regarde, je te laisse 1 heure je suis en train de tourner autour de la maison, sors tout ce que tu peux. Parce qu'à partir du moment où je dis tamé,
on ne peut plus rien récupérer et on doit tout casser. Donc vas-y, vite. Moi, je vais prendre un café, là, j'ai encore quelqu'un à voir aussi. La question est, mes amis, mais à quel moment le Kohen, il a réussi à se hisser à un niveau pareil de décision? Vous savez qu'on peut trouver à peu près, en général, grossièrement, 5 sortes de touma qui peuvent concerner la personne. On a la yoledet, une femme qui accouche. On sait qu'elle a une certaine impureté. On a le metzora, on traduit, comme j'ai dit en français grossièrement, le lépreux. On a le zav. Zav, c'est quoi? Aujourd'hui, encore une fois, ça n'en concerne plus trop, parce que c'est des choses surtout qui concernaient à l'époque tous les Chotma Betara, quand on devait être mitasek pour la Trouma, pour aller au Bet Amikdash. C'est une personne qui a des sortes d'écoulements de son corps, c'est aussi une sorte d'impureté. Évidemment, on a la famille Da et on a Baal Keri, c'est quoi? Évidemment, à l'époque, chaque homme qui avait à chaque fois de la semence qui sortait de son corps, il avait une sorte d'impureté, il devait aller au mikvé, etc. C'est celui qui a touché un mort. Ça touche à un mort, ça c'est vrai, mais ça jusqu'à aujourd'hui, tous les mettent. Ok? Donc ça, c'est à peu près les 5 sortes de touma qu'une personne elle peut passer dans sa vie. En général, quand on a un problème de nida, on va voir qui? Un rave. Voilà, rave comme ci, comme ça, il y a une tache de sang, tamé, tahor, on va demander. Donc on voit que dans 5 sortes de touma, le rabbin il a sa place, il a son mot à dire. Tu vas pas voir un Kohen qui sait pas. Rabotai Chot Nida, ça prend beaucoup de temps à étudier. Et ensuite, il faut faire ce qu'on appelle shimouch, il faut aller dans des bâtés d'inim et apprendre et regarder et habituer. Ça c'est tamé, ça c'est tahor, ça c'est comme ci, comme ça. Ça demande beaucoup de yéda. Faut pas aller chez n'importe qui. Et tu veux dire, moi je suis Kohen, tu peux dire tamé ou tahor, toi reste tranquille, reste là-bas, on t'a rien demandé. Et là par contre, quand on arrive dans un, comme je vous ai dit, un tournant tellement difficile pour un être humain, qu'est-ce qu'on dit? Laisse tomber les rabbins, va voir un Kohen. Maintenant écoutez bien ce que je vais vous dire. Hein. Vous avez dans la ville, imaginez, Rabbi Yosef Karo. Quelqu'un sait qui c'est? C'est qui Rabbi Yosef Karo? C'est l'auteur du Shulchan Aruch. Ça va? Jusque-là tout le monde suit. Géant. On a la race, pas possible que lui sache pas quelque chose. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y avait 72 sortes possibles de négaïm, de tâches. Vous imaginez le yéda, la chokhma qu'il faut avoir pour différencier chaque chose. Ça c'est une sarate comme ça c'est ça, ça c'est ça, ça c'est ça. Il faut connaître chaque chose dans le détail. Dans le détail. Et là, tu as Rabbi Yosef Karo qui est assis ici, avec toute sa Torah, et tu as un Kohen à côté, et tu rentres dans le Bet Din, tu dis voilà, j'ai une question, oui, je vous en prie, c'est pourquoi? La Tzaraat, il baisse la tête, il dit je suis désolé, je ne peux pas vous aider. Je ne peux pas vous aider. Comment ça, vous pouvez pas vous aider? Il dit vous voyez, monsieur Cohen là-bas, celui qui est en train de prendre son café là tranquille, il est en train de regarder une petite vidéo YouTube avec sa cigarette, allez demander à lui qu'est-ce qu'il en pense. Maintenant tu dis bon, écoute, si le Cohen il est aussi calé en halakha, pourquoi pas une cigarette, un petit show sur YouTube, ça, il n'a rien fait de mal. Tu vas lui demander. Sauf que monsieur Cohen, on l'appelle pas Rabbi Cohen, on l'appelle Coco. Il est en train de jouer au boule lui à Marseille. Tu viens de parler de Tzara, de lait, puis tu dis mais qu'est-ce que tu veux chez moi, toi? Mais t'es un malade, je sais à peine lire l'hébreu en phonétique, qu'est-ce que tu me parles de Tzara? Je sais pas, moi le rabbin il m'a dit de venir te voir à toi. Il dit mais il a un coup dans l'aile le rabbin, qu'est-ce qu'il veut chez moi? Mais je sais pas, je sais à peine que je suis Kohen, c'est comme ça qu'on m'a dit à la Brit Mila, je sais pas, à peine Birkat HaKohanim je sais faire. Il dit okay, écoutez bien jusqu'où ça va. Le type il revient voir le Rav, il dit écoutez Rav, il sait pas, il dit ah bon il sait pas, il dit appelle-le. Il dit viens mon fils, viens c'est à toi à côté de moi, il dit tu vois la peau comme ça, parce que le Rav lui il sait, il a appris, ça fait 30 ans qu'il étudie. Il dit, tu vois, il dit monsieur montrez-moi votre peau. Tu vois, il dit il a une tache comme ça, reflet comme ça, ça c'est telle sorte de tsarat. Répète. L'autre il comprend rien, mais il répète. Bon alors apparemment vous avez un problème. Vous imaginez la scène ou pas? Mais tu dis c'est ridicule, c'est pas possible. L'autre il répète comme un magnétophone, l'autre il regarde le Rav, il dit regardez le Kohen monsieur, moi je sais rien dans l'histoire. Il répète. Et là le Rav il dit écoute selon ce que je vois, on n'a rien à faire. Tamé. Il dit au Kohen, dis tamé. Il dit ici je veux pas. Il dit alors on est bloqué. Il dit mais ça y est, il le sait, c'est pareil. Il dit non, il faut que ça sorte de ta bouche à toi. Moi je peux te diriger, je peux te t'expliquer, je peux te dire quoi faire, mais celui qui doit le dire et statuer à la fin c'est qui? C'est Coco. Est-ce que vous avez déjà vu un truc comme ça dans la Torah? Jamais. Et là on arrive dans l'histoire de la Tzaraat et ça devient quelque chose d'obligatoire. La question c'est pourquoi? Alors sachez une chose mes amis, que quand on arrive au stade où le type il a détruit sa maison, il a brûlé ses habits, et il arrive maintenant à sortir du camp, parce qu'on le mettait maintenant vraiment en quarantaine. Hein. Il n'y a pas, bon ok, je reconstruis vite fait une petite maison, je reste tranquille, j'ai mes courses. Ouais, comment on appelait à l'époque du Corona, je suis en bidoud. Vous vous souvenez de ce mot ou pas? On partait en France, on revenait, tac, 15 jours de bidoud.
Une horreur. On devenait fou. On hésitait à voyager rien que pour pas rester en bidoute. Et avec ça, on était chez nous. Ok, on avait les voisins qui nous faisaient les courses. Ou bien on faisait par internet, on faisait livrer. On prenait, on avait des jeux, on avait les téléphones, on avait tout ce qu'il faut. Bon, il y avait aussi les gosses sur la tête. C'était pas un cadeau forcément tous les jours pendant 15 jours. Ok. D'ailleurs, sachez que grâce à ça, il paraîtrait que les parents, ils ont beaucoup plus apprécié les profs et les gananotes. Ils ont dit, mais merci pour ce que vous faites. Si vous voulez, on vous augmente. Mais reprenez-les de 8h à 16h, s'il vous plaît. Et ça, on appelait ça un bidoute, c'était très compliqué. Et t'as tout, comme un roi chez toi. Là, t'as plus de baraque, on l'a déjà détruite. Tu dois partir loin, très loin. Les gens, ils te regardent. Attention, et quand tu pars, tu dois quitter la maison, tu dois crier très fort que personne s'approche de moi, je suis tamé. Tamé, tamé, tamé. Est-ce qu'il y a une plus grande affiche que ça? Maintenant, tout le monde sait que quelqu'un qui est tapé par la tsaraat et qui est arrivé à un stade où il doit quitter maintenant le camp, c'est qu'il a fait une grosse faute de la shonara. Une très grosse faute. Donc si ça passe comme ça entre deux, t'as un problème, tu vas voir le rabbin, il n'y a personne qui sait, tu rentres chez toi, tu dis pendant une semaine, je me sens pas bien, j'ai mal à la gorge, ça passe. Mais là, tout le monde est au courant de ton histoire. Tout le monde le sait. Ça veut dire la honte que c'est pour la personne, la perte financière que ça peut représenter pour la personne. Il n'y a pas plus terrible que ça. Et on dit à ça à qui? On dit au Cohen, c'est toi qui vas venir prendre cette responsabilité dans les mains et qui va décréter si une personne est tannée ou pas. Alors je pose une question. Vous allez dire, bon, peut-être que pour Cohen, il faut être un génie. C'est peut-être 20 ans d'études, 30 ans d'études. C'est quoi être un Cohen? Une personne, elle choisit d'être Cohen? Comment on devient Cohen? On est Cohen. On est. C'est comme ça. C'est dans tes gènes. Ton père, c'est un Cohen. Ton père, c'est un Cohen. Pinchas, c'est des Kohanim. Bien sûr. Ouais, je suis Pinchas, moi. Non, pas tous les Pinchas, c'est des Kohanim. Le premier, il y a eu un Pinchas Cohen, mais ça ne veut pas dire, si tu t'appelles Cohen, tu es un Cohen. Mais c'est pas que tu vas Pinchas que tu es un Cohen. Ok? Donc on est Cohen. Donc c'est-à-dire que le type, non seulement il n'a pas fait d'études pour ça, il n'a jamais eu de préparation, c'est génétique. Et là on te dit, bah, dans ta génétique, tu as la possibilité de savoir si une personne elle va être tamée, si une personne elle va passer la pire des choses de sa vie ou pas. Alors on va dire première raison, écoutez bien. Rachid dit, En malasot, Xerat Hakatuv, la Torah elle a dit, il n'y a pas à comprendre, cherche pas. Et j'ai vu un très beau chidouche du Meshech Chochma qui dit, tu sais pourquoi c'est le Cohen qui venait, entre guillemets, se risquer à regarder tout ce qui se passe, tamé, pas tamé, et donc aussi qui est en proximité physique avec la personne. Écoutez bien, la tsarat, elle avait une certaine sorte aussi des fois, imaginez, c'est pas agréable ce que je vais vous dire. Il y avait comme des fois, on va dire, grossièrement peut-être un peu plus, quelque chose comme ça, des fois qui sortait de la personne. Maintenant, si une personne était en contact avec une personne qui avait la lèpre, il devenait impur. Donc personne ne voulait s'approcher. Le Meshech Chochma, il écrit quelque chose de magnifique, il dit que le Kohen, il avait une protection particulière, que lui, il ne pouvait pas être touché par la tsara. Même s'il était touché, il ne devenait pas impur. Il n'avait rien qui venait sur son corps. Magnifique. Protection divine extraordinaire. C'est une raison pour laquelle c'était lui qui pouvait se rapprocher à ce genre de choses. Maintenant, je voudrais, avant de vous donner la réponse évidemment, attirer votre attention sur quelque chose. Le Kohen. Regardez la synagogue. Où est-ce qu'on peut remarquer dans une prière qu'une personne, elle est d'un coup, on ne savait pas, il devient Kohen? À quel moment est-ce qu'on peut déceler ça dans une prière? Messieurs, vous qui êtes censés être à la synagogue tous les matins, et le Shabbat, hein, avant la Kriyat Torah. C'est les dames qui ont répondu. Je vous dis pas. Birkat HaKohanim. C'est quoi Birkat HaKohanim? On est là, on a fait la Hamida, on fait la Chazara. Tu vois d'un coup des gens qui se lèvent comme ça, ils commencent à avoir un petit peu d'agitation. Tu ne sais pas ce qui se passe. Ils reviennent avec les mains mouillées, ils enlèvent leurs chaussures, et là ils vont devant les Khalimet, un talit sur la tête, et ils commencent à nous bénir. Tu dis, attends, il y a une seconde. Il y a un quart d'heure d'aider, c'était mon pote. On a pris le café, détente, c'est un mec normal. En une fraction de seconde, il se transforme de copain à Tsinor de Shefa et de Bracha. Un canal direct entre Hachem et toi, par lequel il va faire passer la Bracha d'Hachem. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que ce Kohen il est resté caché jusqu'à maintenant? Et écoutez bien, Rabotai, le message, comment il est très 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 fort. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le destin d'une personne qui a la tsarat, il est, écoutez bien les mots que je vous dis, il est cruel. Je suis en train de ruiner la vie, la réputation d'une personne. Pourquoi est-ce qu'on choisit le Kohen? Je veux dire, c'est très simple. Quand vous regardez la Torah, d'où on sait que les Kohanim doivent nous bénir, marqué dans la Torah, Parashat Naso, tu
tu vas dire aux Kohanim qu'ils ont le rôle de bénir les bénis Israël. Super, très bien. Hachem, il a demandé quoi? De bénir. Ok. Les Kohanim, vous connaissez, messieurs, la bracha de Birkat Kohanim ou pas? Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam. Asher kidishanu bikdushato shel Aaron. Hachem, tu nous as sanctifié de la Kdusha d'Aaron, vetzivenu levarech et amo Israël. Tu nous as ordonné de bénir les bénis Israël. On aurait pu s'arrêter là. C'est ce qui a marqué. Les varechou bénis Israël. Mais sauf que qu'est-ce qu'ils rajoutent eux, les Kohanim? Les varech et amo Israël. Béava. On va bien Israël avec amour. Ah là, stop, il pose. C'est marqué quelque part dans la Torah. Alors, il y a l'autre ami ici qui a fait un jeu de mots. Il a dit, ouais, en espagnol, amor, ça veut dire amour. Sauf que la Torah, elle parle en hébreu. Elle parle pas en espagnol. Donc c'est vrai, il a raison quelque part. Peut-être c'est un sous-entendu. Mais d'où ça sort cette histoire? D'où ça sort cette histoire d'amour? D'où ça sort? Qu'est-ce qu'ils disent Razal? Ils disent que le Kohen, justement, c'est sa qualité principale. C'est celui qui est capable de prendre quelque chose de simple et de le rendre magnifique. Quelle est la preuve, Rabotai, que les Kohanim ils sont comme ça? Comment on le sait? D'où ça vient la Keuna? De qui a été le premier Kohen du monde? Aaron. Il a fait. Quand Hachem il veut demander à Moshe, va sauver mon peuple, soit le Goël, soit le nouveau maintenant Manig, on a besoin d'un leader, etc. Moshe dit non, je peux pas tout donner. Et à la fin, qu'est-ce qu'il lui dit? Attends, Hachem, il y a un problème. Pourquoi? Il dit parce que tu oublies que j'ai un grand frère. Et alors? Il a dit, moi, ça fait un petit moment que je me suis sauvé de l'Égypte. J'ai grandi dans le palais, tout allait bien, moi j'étais nickel. Les gens ils sont en train de prendre des coups de fouet et de mourir. Moi je suis là, à la clim, tranquille, on me sert, on me mange, on me donne. Et j'ai même pas à prendre une fourchette, on me mettait dans la bouche comme ça. Pendant tout le temps, les bénis Israël ils souffraient. Quand j'étais au palais. Et ensuite, quand je me suis enfui parce que j'avais un arrêt de mort sur la tête. Et qu'ils ont continué à souffrir. Et à souffrir, qui était là dans la boue avec eux à leur remonter le moral? C'est mon frère, c'est Aaron. Aaron le Lévi, au passage. Vous voyez, là, monsieur Lévi. Au début, c'était vous les Prums. C'était eux, c'était lui. Rabotai, Aaron à Cohen, alias Lévi, c'était le Rav des Bnei Israël en Égypte, donc c'est-à-dire du peuple entier. C'était lui le Rav, c'était lui le décisionnaire, c'était lui le leader, c'était tout. Et surtout, c'est celui qui a vécu avec eux autant de souffrance. Et là, il dit quoi, Moshe? Il dit Hachem, t'imagines, moi je vous la ramène tranquille, j'ai fait bronzette à Midian pendant 40 ans. Détente, j'ai pris des couleurs, j'ai fait un peu de muscu, je me suis marié, j'ai des gosses. Nickel, je dis quoi? Allez Aaron, t'es gentil, mets-toi de côté, je prends la relève. Mais dis-moi, ça se fait pas. Le type, il cravache pendant 40 ans pour monter une synagogue. Il fait des appels aux dons. Il se met les mains dans le plat, dans le ciment, dans ce que tu veux. Il salit, truc, il dort pas des nuits, il voit pas ses enfants grandir. Parce qu'il a un but, c'est de construire une ville de Torah. Et t'as un petit là qui vient là, il fait t'es gentil, pousse-toi, j'arrive, et le mec il prend le truc tout près. Mais moi je vois ça, je regarde, il dit, remets-en arrière parce que ça va mal le faire. T'es qui toi? C'est lui qui nous a accompagnés toute notre vie, c'est lui qui nous a soutenus, c'est lui qui était là, oui ou non? C'est pas juste. Donc moi j'ai dit, Hachem, je suis désolé, mais moi j'ai des midotes, j'ai une conscience, je pique pas la place à mon frère. Réponse d'Hachem, il lui dit, t'as raison. Sauf que Aaron, Achicha Halevi, Yadati Kidaver, Yedaber, ou Vegam, Hineu, Yotse Likratra, Veraacha, Vesamar Benibo. Il dit Aaron, il est au courant de tout ce qui se passe. Il dit, et sache que lui, il est en train de venir vers toi à ta rencontre, et il est heureux que tu prennes sa place. Tu n'as même pas idée comment. Comment c'est possible? La Gemara dans Shabbat, mes amis, elle va dire quelque chose d'extraordinaire. Ouf la tête, elle dit Bessachar, Veraacha, Vesamar Belibo. Par le mérite qu'Aaron, à Cohen, avec tout ce qu'il a vu, il était capable d'assister à une scène, de voir son petit frère lui prendre sa place et d'être vraiment heureux pour lui. Zacha, lechoshen amishpat al libo. C'est la raison pour laquelle il va être nommé Kohen Gadol. Il va avoir le mérite de porter le pectoral sur son cœur. Hachim a dit, le pectoral, c'est là où il y avait les pierres du rocher, les 12 tribus. Okay, il n'y avait pas ton nom Peter, ça n'existe pas à l'époque, ton nom Peter. Ok. Pourquoi Hachim a dit? Parce que Aaron, à Cohen, c'est celui, écoutez bien ce que je dis, qui est capable, malgré toutes ses envies à lui, malgré tous ses projets de vie, malgré tout ce qu'il veut dans sa vie, d'être capable de se mettre en seconde place pour le bien d'autrui. Il a dit, ouais, moi je fais pas très bon l'autre mouché. Si Hachem c'est toi qui l'as choisi, j'ai rien à dire. Non seulement j'ai rien à dire, on n'en sait pas, vous connaissez ou pas? Des fois, il y a des trucs, il y a deux personnes qui veulent le même poste. Ils se battent pendant un an, ils se tirent la bourre au boulot. Alors, on va dire dans le meilleur des cas, ils se font pas de crasse, mais en général, l'autre il va essayer
de pourrir le travail de l'autre, pourrir la vie, lui crever un peu, il va arriver en retard, voilà, et vous savez, je ne suis pas ce directeur, il a raté la réunion la plus importante de l'année, mais ça se fait pas, ils vont se faire la guerre. Non, dans le meilleur des cas, ils ne sont pas fait la guerre. Qu'est-ce que vous pensez à votre avis, quand finalement on appelle tous les deux, et le directeur prend des décision, on dit, bon, alors mes amis, entre Raphaël et Peter, mon choix il est tout fait, ce sera évidemment Peter qui va prendre la suite. Wow. Mais comment vous pensez que Raphaël il va réagir? Je peux dire qu'à partir de maintenant, Peter, ça va pas être son meilleur pote. Soit il va rajouter un petit surnom à côté de son contact sur WhatsApp, Peter le voleur, ah ouais, ou bien pas, il m'a piqué ma place, il va dire à tous ses copains, ouais, il m'a fait des arnaques, et ci, et ça, et ça, et ça. Il va le détester. Aaron, non seulement il n'a pas détesté, il a aimé son frère. Et regardez Rabotai, l'analogie des faits. Quand vous prenez depuis Maaseh Bereshit, les relations des frères, elle est très bizarre. C'est qui les premiers frères de l'histoire? Caïn et Hevel. Ouais, bon, vous êtes venus après, excusez-moi. On a Caïn et Hevel. Est-ce qu'ils ont eu un bon contact? Non, Caïn il a tué Abel. Ça s'est fini en meurtre. Imaginez, un frère qui tue l'autre. Dieu nous en préserve. Ensuite, qui on a? On a Yitzhak et Ishmaël. Comment ça s'est fini? Chacun va de son côté. On ne parle pas. Ensuite, on a qui? Yaakov et Esav. Comment ça se termine? On est en guéguerre, on se fait un chibouk finalement à la fin, on se fait un câlin, mais on se resépare chacun de son côté. Ok. Ensuite, on a qui? Attends, il y a un ordre. Ensuite, on a Yosef et ses frères. Comment ça se passe là-bas? Pas bien au début. Finalement, il y a une Mechila, on dit pardon, bon, on arrive à vivre ensemble. Ça va. Ça s'est amélioré. Il y a fait. Ensuite, qui on a? Ephraim et Ménaché. La Torah ne parle pas trop de leur relation. Apparemment, ça va, tout va bien. Il n'y a pas de guéguerre. RAS. On est revenu sur du neutre. Et là, on arrive à qui? Moshe et Aaron. Alors, traditionnellement, il n'y a pas de meurtre. Il n'y a pas de guéguerre, il n'y a pas de problème. C'est pas du neutre, c'est quoi? C'est de l'amour. Aaron et Moshe, ils s'aiment comme des fous. Et surtout, encore une fois, le grand frère, de combien de temps l'aîné de Moshe? 3 ans, 6 ans. Bravo. 3 ans. Non, 3 ans. C'est Myriam qui avait 80 ans. Tu as failli m'embrouiller. Non, Myriam, elle avait 6 ans de plus que Moshe. Donc son aîné de 3 ans, encore une fois, on l'a dit quoi? Qui s'est donné, il s'est tué pour la Israël en Égypte. Qu'est-ce qu'il dit à Moshe? Mais je t'aime tellement, je suis tellement heureux que tu prennes ma place que j'ai bâti pendant 80 ans. Mais ça n'existe pas un mec comme ça. C'est un fou. Qu'est-ce qu'il dit à Hachem? C'est un fou comme ça que je veux, entre guillemets, si je peux me permettre. Une personne qui est capable de vivre l'amour de l'autre, c'est un type comme ça qu'il faut. Il n'y a que lui qui peut être le messager direct entre l'âme Israël et moi. Et il nous dit ce un truc de fou. Donc on a Aaron et Moshe, ils s'aiment comme des fous. Donc il se dit, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il dit, c'est quelqu'un comme ça qui peut être le cadre entre les Béné Israël et moi. Et voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est qu'à partir de là, Bénéder, je vais essayer de vérifier cette info-là. Il paraîtrait que depuis Aaron à Cohen, les Kohanim, dans leur génétique, ils ont tous plus d'empathie que les autres pour le Ham Israël. Il paraîtrait qu'un Cohen, c'est quelqu'un, il ne peut pas rester en retrait. Il va être là, soit ça va être un leader, soit il veut être mêlé à ce qui se passe, il veut savoir ce qui se passe. Il est là, il veut être dans la Khira. Maintenant, j'ai essayé de réfléchir pendant que je préparais le cours. Les Kohanim, moi, je dis, est-ce que je connais des Kohanim qui sont snobs, qui veulent rien savoir, qui veulent juste prendre leurs affaires partir? Des gens que moi j'ai connus, non. À chaque fois que j'ai connu un Cohen, il avait toujours quelque chose à dire. Il était mêlé, c'était avec dans la Khira, un truc, machin. Il était là, on le voyait, on le sentait. Il y a des gens, la vérité, tu peux prier avec eux pendant 20 ans dans une synagogue, à peine tu as entendu le son de sa voix. Alors, il y a des gens comme ça. Il vient, il fait la prière, il s'en va. Et c'est pas un Ashkenaz. Comment c'est possible? Parce que c'est des caractères. Mais le Kohen, lui, il te dit Hachem, il te dit il est différent. Donc maintenant, Rabotai, on arrive au point du chiot. Une personne qui est capable de ressentir de l'amour réel pour autrui, c'est le seul qui peut venir dire à quelqu'un, tu es tamé. Pourquoi? Parce qu'il est capable de ressentir la douleur qu'il va te faire ressentir quand il va dire ce qu'il va dire. Mais il t'aime tellement, et toi tu sens que c'est sincère. Tu sais qu'il t'aime, tu sais qu'il est là, il est toujours souriant, il est toujours en train de prendre de tes nouvelles, et il est là, et tous les jours il fait une bracha. Vous savez qu'il y a une halakha dans les Kohanim, qu'une personne qui a un problème, un Kohen, qui a un problème dans une synagogue avec quelqu'un, il s'entend pas, il peut pas le bénir, il n'arrive même pas à lui dire bonjour. Il n'a pas le droit de faire Birkat à Kohanim. Ah ouais? Pourquoi? Parce que tu vas dire quoi? Asher qui est chez Moïse de Laron, Betsivan, ou le Barech Tamo Israël, Béhava avec amour. Il y en a un que tu n'aimes pas. Tu n'en aimes pas un, tu peux bénir personne. Un Kohen, il doit avoir son cœur tranquille avec tout le monde. C'est-à-dire Sibour aussi. Oui, j'allais dire Tzibour, mais là, je mets le point sur le Kohen.
Une personne, il a raison, mon ami. Eliaou, qu'est-ce qu'il dit? Une personne qui va faire la tefila maintenant, mais qu'après quelqu'un dit celui-là, je ne veux pas la quitter de ma tefila. Oui, celui-là, il m'énerve. Tu peux pas faire Jader, c'est bon. Mais je reviens sur le Kohen. J'aime tout le monde. Tu m'imagines, vous vous souvenez la taille des synagogues en France ou pas? Dieu bénisse, 500, 700 personnes. Il y en a un qui m'a piqué une bracha, une montée, truc, machin, il m'a fait réflexion il y a 6 mois. Ça fait le shalom avec lui? Vous connaissez le... Oui ou non? Il n'y a pas de... Non, on ne se parle pas. Tu restes à côté. Il y a 50 Kohanim qui montent. On rappelle à Marseille, il y avait une synagogue, Dieu bénisse, il y avait des Kohanim. Il y avait au moins une cinquantaine de Kohanim. Et imagine, tu vois un Kohen qui ne peut pas monter. Makara, j'ai en bisbis avec quelqu'un. Maintenant, le type, tu ne le vois même pas. Il est à l'autre bout de la synagogue. Tu sais même pas si tu l'as vu arriver ou pas. Mais bon, tu penses qu'il est là. Tu ne peux pas faire Bekrat Kohen. Donc, il n'y a qu'une personne, comme on l'a dit, qui est capable de t'aimer et de te faire sentir qui t'aime. Qui peut dire, mon pote, tu es tamé. Pourquoi? C'est que quelqu'un qui aime une personne, qui peut être capable de venir lui dire, écoute, il y a un truc qui ne va pas chez toi. Si vous n'aimez pas réellement quelqu'un, je peux vous dire, et par expérience, alvaï que j'arrive à aimer tout le monde Israël. Mais avec tout le monde dans les gars, tous des frictions avec quelqu'un. Ça peut être dans le cercle amical. Ça peut être des fois familial. On peut avoir des frictions. Rabotaï, à chaque fois que j'ai eu un différend avec quelqu'un et que j'avais une réflexion à faire, elle n'est jamais bien sortie. Parce que tu as un truc déjà qui t'énerve. Alors même si tu vas arriver au début, tu vas aller, genre Zarman, tu vas mettre le ton, s'il te plaît, écoute-moi. Déjà le ton, tu vois, il n'est pas au bon ton du tout. Le type il dit je comprends pas, mais il remet en question ce que tu as dit. Pourquoi? Parce que comme il dit Shlomo Amelech, Alev Medaber El Alev. Le cœur, il part au cœur. Si dans ton cœur tu as de l'amour, le type il sent l'amour. Donc le reproche il est entouré de quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de très fort. Et là tu es en train de dire ouais Baba, tu vas en prendre toute ta maison, la casser 5 millions de shekels. Mais un mec qui dit ça, mais tu le pends. Tu le pends, tu dis je vais te tuer toi, comme ça personne ne sera au courant, mais moi je vais pas te blouser 5 millions de shekels. Mais quand c'est un Kohen qui vient, tu sais à quel point je t'aime. Tu sais à quel point je t'aime. Vous savez, c'était quoi une des mahalotes de Aaron à Kohen? Le shalom. Vadaï le shalom. Mais comment il faisait faire teshuva aux gens? Quand il savait que quelqu'un faisait des avérotes, il dit écoute, celui-là, je vais dire écoute, arrête de jouer au poker, parce que c'est interdit. Évidemment, avec l'argent. Ou bien arrête les paris, ou bien arrête de tromper ta femme, ou rien de si. Il dit écoute, je le vois comme ça, c'est fini, il va pas m'écouter. Il allait le voir. Il dit tu sais, je veux te dire quelque chose. À chaque fois que je pense à toi, je suis jaloux. T'as tellement des bonnes minutes. Je te vois quand tu viens à la synagogue, tu dis pas un mot. Vous savez comment c'est dur de se taire à la synagogue? Chaque Shabbat, je parle de Shabbat parce qu'on va dire c'est le moment le plus long, c'est là où tu es le plus tenté. Je dois toujours être conscient, ne parle pas. Ne parle pas. T'en as un côté, il te fait un sourire, il te fait une blague, il te fait un machin. T'es assis pendant 2h30. T'as fait la tefila, t'es en avance sur Shnaï Mikra, t'as fait Miché Bérard, ça commence un truc. T'as envie à un moment donné de lâcher la pression, c'est dur. Et là, le Aaron, il vient lui dit mais comment t'es incroyable, Joran. Tu dis pas un mot à la Sina. Ou bien, Jordan, tu es toujours parmi les premiers. Même si c'est au milieu de 9h30, mais tu fais partie des premiers. C'est incroyable. Mais c'est une mala extraordinaire. Il dit si tu savais comment je t'envie, t'es un mec incroyable. Merci d'exister. Le type, il sort, il est pas bien. Tu m'as dit, Rabbi David, il m'a dit avant, maintenant, je suis jaloux de toi. T'es dans un rêve, c'est-à-dire tu marches, tu flottes, tu voles. Et là arrive maintenant la nouvelle tentation. On l'appelle frérot, il y a un tournoi de poker ce soir. Gros tournoi, tu peux prendre gros. Maintenant, toi, tu sais que le tournoi de poker avec de l'oseille, c'est interdit. Les paris, c'est interdit. Tu dis, bon, léger. Bien, tu vois, la petite nana, elle a passé, la chaîne te fait des yeux doux. Tu es marié, tu es père de 5 enfants. Alors pour toi, c'est presque un réflexe, allez-nous. Et là, tu te dis, attends. D'un coup, tu vois la tête comme ça, du tzaddik. Il me dit, lui, qu'il m'envie. Lui, il me dit qu'il m'envie à moi, de ce que je suis. Et moi, maintenant, je vais aller faire des avérotes comme ça. Je peux pas. Par l'amour de Aaron à Kohen, il était capable de faire teshuva dans leur conscience. Ça, c'est la force d'un Kohen. Donc déjà, Rabotaï, c'est quoi on a dit? Comment on peut faire un reproche à quelqu'un? C'est avant tout de l'aimer sincèrement et de lui donner l'impression vraiment que tu l'aimes. Oui, Léo. Ah, même ils disent, la base de tout ça, c'est Yaakov. Quand il a vu Rachel qui attendait pour prendre de l'eau et qui avait tous les comment ça s'appelle, les bergers, ils étaient là, il leur a dit, Achaï, mes frères, c'est pas le moment de faire de... Tu peux pas faire un reproche pour leur dire, c'est pas l'heure. Il faut commencer par de l'amour. Mes frères, Achaï. Après, il a pu leur dire, c'est pas l'heure. Fais-moi, Kolakavod. Et juste pour vous donner un exemple de ce que c'est de faire attention à ce qu'on dit à quelqu'un. Un jour, on raconte une histoire avec le Chafetz Chaim. Vous imaginez, le Chafetz Chaim avait une centaine d'années,
Gadolador, le géant, l'auteur du Mishnah Berurah, du Shmirat HaLashon, de ce que vous voulez, un géant. Un jour, il devait passer Shabbat dans un endroit, et il y avait une personne qui avait été tirée au sort pour accueillir chez lui le tzaddik. Vous imaginez ce que c'est de recevoir un tzaddik pareil dans une maison, mais c'est un bracha à vie dans vos murs, dans tout ce que vous aurez. D'accord? Le type, il est comme un fou, c'est-à-dire, ça veut dire 3 semaines avant qu'il arrive, le Chafetz Chaim, il a fait les courses, il a tout nettoyé, tout est nickel. Là, on finit la synagogue du vendredi soir, on rentre, les gens ils accompagnent, machin, bah, toute la chance que t'as, Le mec, il est comme un fou, sa femme, elle est KO de tous les préparatifs que ça a demandé. Et là, on arrive à table, on s'apprête à faire donc le kidouche, et vous savez que normalement, le pain, s'il est présent à table, il faut qu'il soit recouvert. Sauf que là, on voit que le pain, il n'est pas recouvert, et le type, il remarque que Chafetz Chaim, il a vu ça. Donc lui, il est pas bien, parce que lui, monsieur, c'est un religieux, il étudie un minimum. Qu'est-ce qu'il va croire qu'il ne fait pas attention à la rade, disons, de sa femme? Il est où le couvre-pain? On couvre pas le pain chez vous, chez tes parents, quoi, j'en ai marre. L'autre, la pauvre, elle était à moitié KO. Elle se lève, elle amène le pain, elle le couvre, elle s'excuse. Le Chafetz Chaim, il le regarde, et je lui dis, moi, est-ce que tu sais pourquoi il faut couvrir le pain? Il dit, ah bien sûr, ouais, j'ai étudié à la kha, moi, c'est pas pour faire honte au pain. Ça veut dire que normalement, on aurait dû faire d'abord la bracha sur le pain et ensuite sur les kiddush. Mais comme on inverse, c'est normal, le pain il est pas là, je l'ai caché. Je lui dis, écoute-moi bien, enfin, je le dis avec mes mots à moi. En yiddish en plus. Et à mon avis, il a dû dire de manière un peu plus diplomate, c'est pas grave, on est entre nous. Il lui dit, dis-moi, est-ce que tu penses vraiment que le pain il a honte? Le pain il a pas honte, il ressent pas de honte le pain. C'est juste pour imaginer un peu l'histoire. Par contre, un être humain, lui, il a honte. Et toi, maintenant, pour une khumra qui est 2, tu viens de faire honte à ta femme devant moi. Et pourquoi c'est un tzaddik? Pourquoi c'est un gadolador? Donc, Rabota, il faut faire attention à ce qu'on dit. Ça, c'est le premier mahalach. En deuxième mahalach, et on va faire si Dieu avec ça, je vais vous dire quelque chose. Il y a quelque chose de très, 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 très important quand tu veux faire une remarque à quelqu'un, à part le fait qu'il faut l'aimer. C'est qu'il faut pouvoir s'identifier à lui. Je vais raconter une histoire. Un jour, il y avait 2 frères. Ils voulaient jouer ensemble, Shabbat. Et des fois, le samedi après-midi, maintenant c'est long, il faut les occuper, les gosses. Et ils voulaient jouer ensemble, ils ont décidé, des petits religieux, ils disent, bon, tu sais quoi, on va jouer au Rav et à l'élève. Pas mal, hein? C'est mieux que, je sais pas moi, que Astérix et les Gaulois et les Romains, j'en sais rien. Ok? Ils ont dit, ok. Donc, tu as le grand frère qui va jouer le Rabbi, et tu as le petit frère qui va jouer le Chassid. Donc, l'autre, il prend l'habit de son père, il prend le frac. Vous savez ce que c'est un frac? Comment on dit en français? Je crois la redingote, je crois. Ouais. Ok, le frac. Il va prendre le streimel. C'est ce que j'ai travaillé, c'est la roue de secours là. Au passage, une roue de secours qui vous coûte un bras, ça coûte très très cher. Ok, il a fait. Il a pris ça, il a mis son streimel et il joue le rabbi en train de tuer comme ça sur le standard. Et là, t'as le petit frère qui toque à la porte. Oui, j'ai une question. Rentre. Il dit voilà, Shabbat dernier, donc il lui raconte une histoire fausse, c'est pour le jeu. Voilà, Shabbat dernier, j'ai fait telle et telle chose, je pensais que c'est autorisé pendant Shabbat, et je me suis rendu compte quand j'ai appris la croix cette semaine que c'était interdit, qu'est-ce que je dois faire? Et là, même si on joue, le grand frère devient très sérieux, il dit, ah, c'est pas bien ce que tu as fait. Hein. Maintenant, tu dois faire Khazara de toutes les Chol Shabbat, faire tes chouvas, et comme ça, tu peux réparer la faute. Ok, continue à jouer, il s'en va. Dans la semaine, la mère, elle voit son fils, le petit. Elle lui dit, tu as fait ce qu'il t'a dit, ton frère? Il lui a dit non. Mais pourtant c'est le Rav, vous allez jouer, tu vas écouter, tu vas le faire. Il lui dit, je peux te dire, c'est le Rav peut-être, mais c'est pas un bon Rav. Il s'est trompé. Non, il s'est pas trompé, c'est beaucoup plus fin que ça. Il lui a dit, avant de me dire ce que j'avais à faire, il a même pas soufflé pour regretter avec moi ce que j'avais fait. Tout de suite, il a été dans le jugement. À Bretagne, il va dire que ce deuxième fils, ça va être lui, plus tard, un des Admourim de cette chassidoute-là. Le deuxième, pas le premier. Pourquoi? Rabotaï, si un jour, à moins que vous ayez fait vraiment quelque chose de très grave, et que la seule manière de vous réveiller, c'est de vous crier dessus, parce que des fois, il y a des gens qui sont bêtes. Ils font des avérotes, tu leur dis gentiment, le type, il conduit comme si de rien n'était. Et le Rav, il voit que si tu le remues pas, il ne va pas se réveiller, à part ce genre de cas-là. Un Rav, quand vous rentrez chez lui, il vous a scanné des pieds à la tête. Avant que tu ouvres ta bouche, il sait déjà pourquoi tu es là. Vous savez, quelqu'un m'a dit un truc, il y a un mois ou deux, je sais pas d'où il sort sa source, mais c'est pas grave. Comme c'est fort, j'ai quand même vous le dire, c'est un cadeau, vous y croyez ou pas, moi je suis capable d'y croire. Des fois, tu vas chez des vrais tzadikim, ok, des géants. À peine t'y rentré, des fois en 20 secondes, 30 secondes, t'es déjà dehors.
Et toi, t'avais fait une liste, t'as cru que t'allais rester avec lui pendant un quart d'heure, t'allais taper le café et tout. Et tu as attendu pendant 5 heures. Oh, man, t'as pas eu le temps de dire ouf, bracha be'atzlacha, bien acheter ma tac, tac, t'es dehors. Et tu es déçu. Oui ou non? Oui, absolument. Tu as fait 2h30 de route, t'as attendu 5 heures, t'es vidé. T'as posé un jour de congé pour entendre quoi? Bracha be'atzlacha, une petite table, allez, on est dehors. Et avec ça, t'as mis 50 shekels dans la tzedaka. Tu sais, j'avais su, hop, je l'aurais récupéré. Tu dis, mais c'est pas juste. Tu dis, mais c'est pas juste. Et quoi, il m'a basé comme ça, le truc et machin. Quelqu'un m'a dit quelque chose, je vous dis, d'extraordinaire. Pourquoi j'ai dit un vrai tzaddik? Parce qu'une personne qui a vraiment une échama très, très, très spéciale, il sait déjà la veille, dans la nuit, quelles sont toutes les personnes qui vont venir le voir le lendemain. Et il a déjà parlé avec chaque neshama qui s'apprête à voir le lendemain, il connaît le problème de chacun. Quand tu passes, c'est que ça va s'arranger, il faut acheter ma. Il dit, mais je sais pourquoi tu es là. Je sais qui tu es, je sais quel est ton problème. Incroyable. Donc quand tu rentres chez le tzaddik, quand tu l'écoutes, quand il t'écoute et tu lui parles, alors des fois, il y en a, Baruch Hashem, heureusement qu'on a aussi des comme ça, qui prennent un peu le temps, qu'ils arrivent à prendre un peu le temps, qui te donnent comme ça ces quelques minutes que tu as besoin pour parler, ils te posent des questions, ils s'intéressent à ton cas. Mais des fois, on a l'impression qu'ils s'ennuient quand ils t'écoutent. Non, parce que... non, parce que, encore une fois, je vous dis, il sait pourquoi tu es là. Maintenant, il voit aussi la source du problème. Toi, tu dis, voilà, écoutez, Rav, je fais tout bien, machin, je comprends pas pourquoi j'ai un problème de Parnassa. Le mec, il fait du téléphone sale. Qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive dans ta vie? Mais qu'est-ce que tu crois que tu vas avoir la bracha? Tu vas avoir la tranquillité? Arrête de rêver. On lui te dit, en un mot, il te classe. Mon fils, fais attention à ce qu'on sort de sa bouche. Il faut gagner son argent honnêtement. Crac. Il te l'a dit la vérité, mais qu'est-ce qu'il te dit? Mon fils, je sais que la parnassa c'est difficile. Mais il faut faire attention comment on gagne son argent. Sinon, il n'y a pas de bracha, il mal à la saute. Tu vois, il te l'a fait passer le message. Et gentiment, il t'a regardé, il a baissé le ton, il t'a fait comprendre. Il n'y a que comme ça que ça peut marcher. Sinon, ça ne marche pas. Rabotai, le dernier exemple que je vais vous donner. Akadosh Baruch Hu. Quand est-ce qu'il a donné la Torah au Ham Israël? Au Har Sinaï. On a passé quoi avant ça? La sortie d'Égypte, les 10 plaies, l'ouverture de la mer, les miracles. On aurait pu faire des séries interminables sur les miracles qu'il y a eu pendant toute cette période. Pourquoi Hachem il a procédé de cette manière? Sors-les, fais-leur un, je sais pas, un bracadabra, tu les transplantes, tu les mets là, tout le truc, on a fini. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne peux pas leur donner la Torah tant que je ne leur ai pas prouvé que je m'identifie, que je les aime, que je suis prêt à leur donner. Pour eux, je suis prêt à transformer tout ma Bereshit. La mer, vous avez déjà vu une mer qui s'ouvre en deux, vous? Ça n'existe pas. En 12 en plus. Ça n'existe pas. Vous savez que la mer, écoutez bien, la mer, tous les jours qu'il fasse, elle veut venir et elle veut engloutir la terre. Elle vient. C'est ça l'histoire des vagues. Elle vient, elle repart, Elle s'ennuie, elle fait un peu de sport, qu'est-ce qui se passe? Elle veut garder la ligne. Elle veut rentrer sur terre, elle veut avaler de la terre. Et il y a un malard, tous les jours, qui lui dit stop, à chaque seconde, stop, Ratzon Hashem, tu dois rester là. Et elle repart. Bon, elle réessaye une deuxième fois, peut-être qu'il va se fatiguer, et hop, et stop. Truc de fou, ça n'existe pas. Hashem, il a créé une nature. Pour l'homme Israël, j'ouvre tout. Les macos des dieux ou du feu et de la grêle qui vont ensemble. Essayez de prendre un glaçon avec du feu, qu'est-ce qui va se passer? Soit vous allez brûler le doigt, soit vous allez exploser le briquet. Mais ça ne marchera pas ensemble. Hashem m'a dit, je suis obligé de leur prouver que je les aime d'abord, avant de leur demander quelque chose en retour. Mon cher Beno, qu'est-ce qu'il fait? Rabotai, qu'est-ce qu'il fait? Il va mourir, c'est faire des varim. Il prend tout le pays Israël, il leur fait les reproches qu'il n'aura pratiquement pas fait pendant 40 ans dans le désert. Vous avez fait ça ici, là, ici, là, ici, là, ici. Attends, vous imaginez Chas Veshalom, un père qui s'apprête à rendre l'âme, il est sur son lit d'hôpital, arrêt cardiaque, machin, il n'est pas bien, il appelle tous les enfants, il commence à les tailler tous sans exception. Dis-moi, c'est la meilleure que tu veux te séparer de nous, ça n'existe pas. Réponse, Moshe, pourquoi tu ne l'as pas fait plus tôt? Il dit, parce que jusqu'à aujourd'hui, où je suis sur le point de m'éteindre, j'aurais prouvé jusqu'au mon dernier souffle que je les aimais, que j'étais prêt à tout pour eux. Les guerres, j'ai fait avec eux. J'ai essayé de prendre tout le poids, j'ai essayé de prier pour eux, pour les aider, pour les sauver à plein de reprises, pour leur prouver qu'ils sont importants pour moi. Une fois que je leur ai prouvé ça, maintenant je peux commencer à leur faire des reproches. Maintenant je peux commencer à leur parler de Torah. Maintenant je peux leur dire qu'est-ce que j'attends d'eux. Donc mes amis, quand on revient à notre histoire, donc on a compris maintenant évidemment pourquoi c'est le Kohen qui a été choisi. Pour toutes ces raisons, pour l'empathie, pour l'amour, pour tout ce qu'il pouvait donner à l'autre. Mais maintenant, nous, avec quoi maintenant vous allez repartir du cours là? Vous êtes Kohen ici?
Voilà, on en a deux, c'est tout. Allez, peut-être mélangeant, si on mixe les deux, peut-être on fera un petit Kohen, ça se dira pas mal. Mais ça marchera pas. Donc maintenant, ici, c'est personne de Kohen. Alors c'est bien, on a fait un cours de Kohen, vous allez rentrer chez vous. Rabotaï, c'est quoi le message? Les tochachot, on n'est pas capable d'en faire. Les reproches, on n'est pas capable d'en faire. Arrêtez de croire que vous êtes des psychologues. Vous n'êtes pas des psychologues. Eh bien, les psychologues, c'est parce que la Torah elle appelle ça une tochacha. Arrêtez de croire que vous êtes capable d'en faire. C'est hyper nécessaire d'en faire une, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est vital. C'est vital. C'est vital. Si je dis pas, je meurs. Si je dis pas, il y a vraiment un problème dans la maison. Je parle pas de couple là maintenant. Je rentre pas dans les problèmes. Mettez ça de côté. Ouais. Non, mais ça, par ça, c'est très compliqué. Je rentre pas ça maintenant. Je parle normal. Père, fils, enfant, parents, amis, associés, ce que tu veux. Tu veux le faire, le reproche, parce qu'il est vraiment important. Est-ce que d'abord l'autre, il sent que tu l'aimes? Oui ou non? Tu vas dire à ta fille, parce que tu vois qu'elle grandit, Dieu bénisse, elle a entre 14 et 18 ans, ça devient une femme, tu vois que les habits, c'est très limite. Tu lui dis, va te changer, c'est quoi cette robe? On dirait une traînée. Elle va dire, mais tu t'es vu toi comment tu t'habilles? Mais tu as vu toi et toi comment tu parles? Mais si tu passes du temps avec elle au quotidien, t'es pas la mère que tu sais, c'est un courant d'air. Tu passes du temps, tu parles avec elle, tu fais des trucs, tu fais des kiffs, tu vas, tu parles, elle se confie à toi, vous vous ouvrez. Elle sait que tu l'aimes. Tu dis, ma fille, mon amour, c'est Dieu, évite. Ça te met pas en valeur, c'est pas toi, c'est pas une bâtisserelle, ça. C'est pas le chinois. Gentiment, gentiment, ça va passer. Ça va passer, mes amis. Et une fois que tu as pris une personne que tu l'aimes, une fois que tu as une personne que tu veux son bien, que tu as, encore une fois, je répète, que tu as déjà du kilométrage à l'arrière. C'est pas à partir de 14 ans que tu réapparais dans sa vie, 14 ans et 5 jours, tu fais des reproches. Ça marche pas comme ça. C'est pareil, Rabotaï, pour un père ou un fils, on peut avoir 1001 ta'anot sur eux. Avant d'ouvrir votre bouche, assurez-vous que vous faites de la meilleure manière possible, que vous faites vraiment les Shem Shamaïm. Faites une fila avant, Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, que ce que je m'apprête à dire maintenant, que ce soit accepté comme il faut, comme Bémet je veux dans mon cœur. Et à Rabotaï, ils sondent les cœurs. Ici, si tu es un mytho, ou si tu dis le Hémet. Est-ce que je veux faire un reproche pour l'aider, parce que Bémet il fait fausse route, ou parce que tu veux lui montrer que tu es meilleur que lui? Ça ne marchera pas. Hachem que Bémet, Finamodat Smith. Alvaï que je ne vois pas les défauts des gens, premièrement. Qu'on ne voit pas les défauts, qu'on voit que les qualités. Si maintenant je les vois, et vraiment ça me dérange au quotidien. Hachem, aide-moi à pouvoir arriver un jour à lui montrer que si, que ça, de l'aider. Rabotaï, c'est la meilleure chose, le meilleur conseil que je ne peux pas vous donner, nous donner. C'est comme si Dieu veut de procéder de cette manière. Et Alvaï, où le jour où on sera vraiment dans une situation critique, on devra ouvrir la bouche. Alors, Bezrat Hashem, que non seulement ce soit bien accepté, et qu'en plus on pourra vraiment aider la personne. Amen, Kenny Ratson. עם ישראל חי, אם לא נשכח תמיד